Essayons maintenant de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met trois parties semi-conductrices et non pas deux. Alors dans ce cas, on a le choix entre NPN ou PNP. Et on va tout simplement créer ce qu'on appelle un transistor. Et justement, il y a deux types de transistors bipolaires. Il y a le transistor PNP et le transistor NPN. Alors pour justement avoir cet effet transistor, qu'on va expliquer tout de suite, ben, il faut respecter quelques conditions. Alors il faudrait d'abord que une des couches extérieures, que l'on va appeler l'émetteur, ben, il faut qu'elle soit large et qu'elle soit fortement dopée. Puis, il faut avoir une couche du milieu qu'on va appeler la base, qui va être mince et faiblement dopée. Et puis, une autre couche extérieure qui va être elle aussi large, mais qui va être faiblement dopée, qu'on va appeler un collecteur. Alors, c'est quoi l'effet transistor? Alors, si jamais on met un transistor, donc, comme on l'a déjà vu, donc dans cette configuration, on va tout simplement avoir deux jonctions PN. Et ces deux jonctions PN, ben, ils vont nous donner deux ondes dépeuplées avec deux champs opposés, EI1 et EI2. Donc, si on essaie de polariser un transistor, dans les deux cas, soit qu'on polarise avec un VCC positif ou avec un VCC négatif, dans les deux cas, ben, on finirait par favoriser soit le EI collecteur base, soit le EI base émetteur. On finira par favoriser un champ intérieur. Et si on favorise un champ intérieur, ben, il n'y aura pas de passage de courant. Tout simplement, on a deux diodes, comme on peut le voir ici. On a deux diodes qui ont des sens différents. Donc, il est impossible de faire passer le courant dans ce sens et il est impossible de faire passer le courant dans ce sens. Donc, finalement, on a l'impression que ça ne sert à rien. Alors, l'intérêt du transistor est visible lorsque, justement, on polarise le côté BE. Donc, si on impose ici une tension VBE, donc, tout en imposant une tension positive entre CE, ben, qu'est-ce qui va se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. On va polariser en direct la diode BE, donc il va y avoir un passage de courant dans ce sens. Un passage de courant, ça veut dire que les porteurs trous ici vont se recombiner avec les électrons ici, et on va continuer avec ce transistor à injecter des électrons ici, et à en récupérer ici, donc à injecter des trous ici. Alors, en faisant ça, ben, il va y avoir un passage d'électrons dans ce sens, donc un passage de courant dans ce sens. Le problème, c'est que si vous vous rappelez, c'est que ici, c'est fortement dopé, alors que ici, c'est faiblement dopé. Et donc, la recombinaison va être déséquilibrée. Et le passage de courant dans une jonction PN, il se fait par recombinaison. Donc, il faudrait que les électrons se recombinent avec les trous. Mais il n'y a pas suffisamment de trous pour recombiner tous les électrons qui viennent ici. Alors, ces électrons qui vont être ici, ils vont s'accumuler. Et là, le rôle du fait que la couche P elle est mince, le EI qui est ici, lui, il est favorable aux électrons. Ce champ EI ici, il repousse les trous ici, c'est vrai. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il attire les électrons vers le haut. Et donc, les électrons qui vont se cumuler ici vont être fortement et très fortement favorisés par ce champ-là. Et donc, ils vont venir ici et ils vont être pompés pour créer justement un passage dans ce sens et donc un courant dans ce sens. Donc, on dit qu'il y a donc une arrivée très importante d'électrons. C'est pour ça que l'émetteur doit être fortement dopé, c'est-à-dire qu'il doit y avoir beaucoup d'électrons dans un émetteur. Son nom l'indique justement, c'est un émetteur d'électrons, c'est-à-dire qu'il va créer des électrons. Et le collecteur va les collecter. C'est pour ça qu'il y a ces noms-là, juste pour comprendre pourquoi on les a appelés comme ça. Donc, ce émetteur qui a énormément d'électrons, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va essayer d'en envoyer vers le haut. Quelques-unes vont passer dans la base, mais beaucoup vont passer dans le collecteur. Et justement, il y a un rapport
d'un coefficient bêta entre la quantité d'électrons qui passe ici et la quantité d'électrons qui passe ici. C'est pour ça qu'on dit que IC est égal à bêta IB. C'est un gain d'électrons et le bêta c'est un gain d'électrons. Ce qu'on appelle le gain de courant. D'accord? Et souvent il est très grand, il est l'ordre de 100 ou de 200. Donc IC est 100 fois ou 200 fois plus grand que IB. C'est-à-dire que en essayant de faire passer les électrons vers la base, l'émetteur est en train de les envoyer vers le collecteur. Alors bien sûr ici on a un nœud parce que la quantité d'électrons émise par l'émetteur est égale à la quantité récupérée par le collecteur et la partie récupérée par la base. Donc on a le IE qui est égal à IB plus IC. C'est physique. Donc ce qui nous permet de dire que IE est égal à bêta plus 1 IB. Alors, essayons de comprendre comment fonctionne ce transistor. Pour cela, on va utiliser la polarisation de tout à l'heure et on va rajouter quelques résistances justement pour protéger notre circuit. Et on va rajouter un ampèremètre pour calculer le courant IB, un voltmètre pour calculer la tension VBE, et un ampèremètre pour calculer le courant IC, et un voltmètre pour calculer la tension VCE. Et comme ça, on va essayer de dessiner les caractéristiques entre IC et VCE, entre IC et IB, entre IB et VBE. Donc, on va essayer pour différents scénarios de IB. Donc, on va prendre plusieurs valeurs de IB en variant ici VBB, la tension VBB. On va essayer de changer IB. Et pour chaque IB, on va essayer de prendre la relation entre IC et VCE. On va trouver que ça a cette forme-là. C'est une sorte d'exponentielle inclinée. Alors, si on essaie de prendre différents scénarios de IB en fonction de IC, on va trouver que c'est un bêta. Donc, IC est égal à bêta IB. C'est linéaire. C'est pour ça que c'est une droite. Sauf que pour différentes valeurs de VCE, on va avoir des droites différentes. On va y revenir tout de suite. Et finalement, la relation entre IB et VBE, tout simplement, BE, c'est une jonction. Et c'est pour ça qu'on va trouver une courbe caractéristique d'une jonction ici. Donc, la relation entre IB et VBE, c'est une diode, tout simplement, c'est la caractéristique d'une diode. IC est égal à bêta IB pour la relation entre IC et IB. Et entre VCE et IC, on parle d'un réseau de sortie d'un transistor. Ça, c'est la partie la plus utile. Vous voyez que cela n'apporte pas beaucoup d'informations. La partie qui apporte le plus d'informations, que vous allez trouver souvent dans les représentations des transistors, c'est celle-ci. Essayons de la voir un petit peu de plus près. Donc, ça, c'est une réalisation expérimentale qui me donne la relation entre IC et VCE pour des valeurs réelles. Alors, vous pouvez voir que ici, pour par exemple, un IB est égal à 60 micros, IC est égal à 6000, c'est-à-dire 6000 micros. Donc, vous pouvez déduire que le bêta ici est égal à peu près à 100. Alors, ça, c'est trop idéal. Le IC est égal à bêta IB, c'est idéal. C'est pas toujours vrai. Alors, en fait, il y a beaucoup d'imperfections, à commencer déjà par le fait que lorsque IB est égal à 0, il y a quand même un certain ICE0 qui passe. C'est-à-dire, à part bien sûr le cas où VCE est égal à 0, si VCE est différent de 0, si on est par exemple ici, et qu'on met un IB est égal à 0, il y a quand même un courant ICE qui va traverser le transistor. Ce courant, il est dû au passage des porteurs minoritaires. Rappelez-vous, comme dans le cas de diode, l'étude qu'on a fait, on l'a fait sur les porteurs majoritaires. Et donc, par contre, les porteurs minoritaires, ils sont favorisés par ce genre de scénario. Donc, il y a quand même un faible courant dû aux porteurs minoritaires qui sont justement peu nombreux, mais il est là. Donc, finalement, IC est égal à bêta IB plus ICE. Autre chose qui est idéaliste, c'est que, en fait, on suppose toujours que pour une même variation de IB, on devrait avoir la même variation de IC parce qu'ils sont linéairement en relation linéaire. Or, c'est pas vrai. Remarquez que ici, pour
un pas de bêta qui est égal à 20, donc remarquez ici c'est 20, 40, 60, 80, 100, 120, ben, l'impact sur IC, ben, il n'est pas le même. Remarquez que ces deux flèches-là, ils ont la même taille. J'ai repris cette flèche ici. Donc, finalement, bêta, ben, il n'est pas constant, il dépend de IC. Et finalement, dernière remarque, ou troisième remarque si vous voulez, c'est que si vous observez ici, c'est moins visible pour les petites valeurs de IB, mais pour les grandes valeurs, c'est très visible. Vous voyez qu'il y a une certaine pente. Ce n'est pas exactement horizontal. Donc, IC n'est pas égal à bêta IB, mais plutôt plus un certain 1 sur ρ. ρ ici, c'est une résistivité. 1 sur ρ VCE. Donc, on se retrouve avec cette formule-là qui peut-être n'est pas assez idéale, mais qui est assez correcte, qui représente suffisamment bien la réalité, qui est IC, qui est égal à bêta de IC, c'est un bêta qui dépend de IC, IB, multiplié par IB, plus un certain ICE0, un faible courant, mais qui est toujours là, plus un 1 sur ρ, bien sûr ici c'est une petite pente, VCE. Donc ces deux termes, on peut bien sûr les négliger, ça dépend de quel ordre de grandeur on travaille. Et le bêta, ben, lui aussi on peut considérer qu'il est constant par rapport à IC, puisqu'il ne varie pas trop en fonction de IC. Donc voilà, il faut savoir que ces choses existent, on n'est pas obligé de les prendre en considération tout le temps, parce qu'ils sont des effets, ils représentent des effets qui sont minoritaires, mais il faut savoir qu'ils sont là. Donc, pour la polarisation d'un transistor, si on reprend le schéma de tout à l'heure, avec des symboles plus conventionnels, donc un transistor, une résistance RC, une résistance RB, une résistance RE, une polarisation VCC et une polarisation VBB. Alors, on se retrouve avec deux mailles, cette maille ici et cette maille ici. Alors, je peux donc dans cette première maille dire que VBB, la tension au point VBB, alors remarquez ici l'importance de la masse qu'on avait discuté avant. Alors si je dis ici VBB, ben, je sais que c'est 6 différences de potentiel par rapport à la masse, parce que j'ai déjà défini la masse de mon circuit. Donc si je dis VBB, ben, c'est la tension dans ce point par rapport à la masse. Donc le VBB ici, il est égal à RBIB, cette tension-là, plus le VBE vers le haut, plus le REIE. Donc, ici, je sais que le IE est égal à bêta plus 1 IB. Donc, je peux factoriser par IB. Je peux retrouver que IB, qui je sais est égal à IC sur bêta, il est égal à VBB moins VBE. Alors, VBE, la jonction BE, c'est une diode. Donc, on sait qu'une diode, lorsqu'elle est passante, sa tension est égale à peu près à sa tension seuil. C'est pour ça que je remplace ici par 0,7. Ça dépend, vous pouvez remplacer par 0,6 ou par 0,7 ou par 0,8. Ça dépend de votre transistor en fait. Divisé par RB plus bêta plus 1 RE. Donc ça me donne l'équation de IB. C'est-à-dire qu'à partir de cette maille-là, je peux déduire le courant IB qui traverse le transistor. Cette deuxième maille ici, qu'est-ce qu'elle me donne? Ben, elle me donne que VCC est égal à RCIC. Donc la tension ici, VCC, elle est égale à RCIC plus VCE plus VE. Encore une fois, la masse me permet de dire que VE, c'est la tension aux bornes de RE, bien clair entre le point E et la masse. Donc, je me retrouve avec VCE est égal à VCC moins RC plus bêta plus 1 sur bêta RE multiplié par IC. Alors, je sais que la majorité d'entre vous ont envie directement de remplacer IC qui est égal à bêta IB ici par la formule de ça multiplié par bêta. Mais avant de faire ça, essayons de comprendre ce qu'on est en train de faire. Alors, cette fonction-là, elle est très importante parce qu'elle représente ce qu'on appelle la droite de charge. Alors, pourquoi? Alors, elle représente une relation entre VCE et IC. Or, on a déjà vu une relation entre VCE et IC quelque part. Eh bien, c'est la
le réseau de sortie, c'est le réseau de transistor. Exactement. Donc ici, on a une relation entre IC et VCE. Sauf que ça, c'est une relation linéaire, c'est une droite. Donc elle est sous la forme de X est égal à A plus BY. Donc si je essaie de dessiner cette courbe-là, ben, ça me donnera une droite décroissante. D'accord? Donc, mais c'est quoi la différence entre la droite et le réseau? Ben, tout simplement, le réseau, c'est le comportement propre du transistor qu'on est en train d'observer par rapport à cette équation qui représente le comportement du circuit. C'est-à-dire qu'on est en train de voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on impose ce circuit à ce transistor. Donc, cette équation, elle est en fonction de VCC, l'alimentation que j'ai appliquée, RC, RE et VCE. RC et RE. Donc, on est en train de voir qu'est-ce qui se passe lorsque j'applique telle condition à ce transistor. Et pour voir justement comment mon transistor se comporte, ben mon transistor, je sais que son comportement, c'est ce réseau-là. Ça, c'est le comportement propre du transistor. Donc ici, je suis en train de concaténer, de mettre en juxtaposition les deux. Le comportement du circuit, ce qui est représenté par la droite de charge, et le comportement du transistor, qui est représenté par son réseau, pour voir où est-ce que je peux avoir mon point de fonctionnement. Alors, vous voyez que ces réseaux se croisent en plusieurs points. Ben, il suffit tout simplement de connaître IB. C'est-à-dire, si j'ai mon IB, par exemple, qui est égal à 60 micros, ben, mon point de fonctionnement, c'est celui-ci. Si j'ai si j'ai mon IB qui est égal à 0,1 milli, c'est-à-dire 100 micros, ben, mon point de fonctionnement, il est ici. Et comment je connais mon IB? Ben, tout simplement, je le connais à partir d'ici, de cette équation que j'ai obtenue à partir de cette maille-là. Donc, cette maille-là, elle va me déterminer IB. Si je connais IB et que je connais la droite de charge et que je connais le réseau de mon transistor, je vais déterminer le point de fonctionnement. Alors, supposons par exemple que IB ici, il me donne que IB est égal à 80 micros. Ben, je sais maintenant que mon point de fonctionnement, c'est celui-ci. J'ai un seul point de fonctionnement, un seul point où mon circuit va fonctionner. Bien, donc si je veux faire un petit peu ça par calcul, alors j'aurais pu le faire par calcul dès le début, mais je voulais voir cette relation entre le réseau d'un transistor, qui est sa caractéristique, son comportement à lui, avec le circuit que je lui ai imposé, ou les deux circuits que je lui ai imposés. Donc, si je prends, alors bien sûr, vous voyez que ici j'ai pris deux sources de tension. J'ai la source VBB, j'ai la source VCC, ce qui est pas très anodin parce que en général, dans un circuit, vous n'avez pas deux sources. Alors, si vous prenez votre téléphone, votre PC portable ou votre jouet, vous avez une seule source de tension. Vous avez une pile ou une batterie ou n'importe quelle, mais vous avez une seule, vous n'en avez pas plusieurs. Donc, en fait, VBB, il faudrait qu'on la prenne à partir de VCC. C'est pour ça qu'il y a principalement deux façons de faire ça dans le cas d'un transistor. C'est soit de prendre VBB est égal à VCC, ce qu'on appelle une polarisation par VCC à la base, c'est-à-dire comprendre carrément VCC qu'on applique à RB. Alors, donc, on va prendre que VBB est égal à VCC est égal, dans ce cas, j'ai pris par exemple 12 volts. Et puis, je prends bêta est égal à 100, un coefficient de 100. Alors, j'ai pris un RB qui est égal à 750, un RE qui est égal à 1 kg, un RC qui est égal à 7 kg. Remarquez que là, je suis obligé de prendre un grand RB. Tout simplement pour avoir un petit IB, parce que si je prends un petit RB, je vais avoir un grand courant de la base, et si j'ai un grand courant à la base, ben, je risque de créer mon transistor. Donc je suis obligé de prendre une grande résistance ici. Alors ceci me permet d'avoir donc un point de fonctionnement de 5 volts,35 et de 1 milli-33. 1 milliampère 33. Alors point de fonctionnement, on l'écrit toujours sous la forme de la paire VCC ici. C'est-à-dire que je trouve les coordonnées du point de fonctionnement, tout simplement, dans mon réseau de transistors. Alors, pour éviter justement d'avoir cette grande résistance-là,
Alors, je pourrais justement prendre un VCC plus petit, parce que souvent VCC ici qui est très grand à cause de l'alimentation, donc j'ai besoin. Alors, je veux diviser le VCC. Je vais avoir une tension ici très faible. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors, tout ce que je peux faire, c'est que je peux prendre un diviseur de tension. C'est ce que j'ai fait ici. Ce qu'on appelle une polarisation par pont à la base. Ce qui permet d'avoir un VBB différent de VCC. C'est-à-dire que la tension VBB ici, ça va être la tension équivalente en utilisant le théorème des tensions qu'on avait vu précédemment. Ben, je vais avoir ici un diviseur de tension. Alors, je vous invite à refaire ce calcul et faire donc la même chose ici pour déterminer le point de fonctionnement. Alors, en général, en termes de polarisation, ce que je viens de faire, c'est pas ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire ici, je vous ai donné les valeurs de résistance et je vous ai demandé de calculer et de connaître le point de fonctionnement. Or, souvent, c'est pas ce qu'on fait. La tension, en général, il est imposée parce qu'on a un circuit. Si vous mettez par exemple un jouet, ben vous avez, il est souvent alimenté par exemple par des piles. Si vous en avez 4 par exemple, c'est que vous avez 6 volts d'alimentation. Si vous prenez par exemple un chargeur USB, vous avez 5 volts d'alimentation. Si vous prenez par exemple une alimentation d'un PC, en général, c'est 12, 48 volts, des choses de ce genre-là. Donc, c'est une tension, l'alimentation, elle est connue. Mais, ce qu'on voudrait savoir, c'est quelle résistance RE, RB et RC je devrais mettre pour avoir tel point de fonctionnement. Parce que, en général, le point de fonctionnement, c'est ce que je veux obtenir. Je veux avoir un point de fonctionnement. On va le voir quand on va voir le régime dynamique, qui correspond à certaines conditions. Donc, en fait, moi, je connais mon point de fonctionnement dans lequel je veux travailler, je connais mon alimentation et je voudrais déterminer RC, RE et RB. Et donc, l'exercice il se fait en inverse. Sauf que là que je vais avoir un petit problème, c'est que j'ai deux mailles, j'ai cette maille ici et j'ai cette maille ici, ce qui va me donner deux équations. Or, moi, je dois déterminer trois inconnus, RB, RC et RE. Et donc, il me manque une équation. Alors, en fait, non, il ne me manque pas d'équation parce que j'ai la liberté, je suis en train de dimensionner. Donc, j'ai la liberté de fixer ce que je veux. Mathématiquement, oui, on dit qu'il me manque une équation, mais pratiquement, en fait, c'est une liberté. C'est une bonne chose. Alors, je peux fixer ce que je veux. Par exemple, je peux dire que j'ai une résistance dans mon stock de 1 kg. Ben, je vais l'utiliser. Je veux donc que RE est égal à 1 kg. Et voilà, j'ai fixé une troisième équation, qui est RE est égal à 1 kg, qui va me permettre de résoudre mon système à trois inconnus. Ou bien, je peux dire par exemple que je veux que VE, bien sûr VE par rapport à la masse, VE soit égal à 2 volts. C'est ce que j'ai fait ici. Alors là, je veux que VE ne soit pas, l'émetteur ne soit pas lié à la masse parce qu'il y a un risque d'un emballement qui pourrait faire passer un grand courant dans IB. Donc je veux que VE soit toujours à une certaine tension de 2 volts. Donc pour que après 0,7 volts ici, quand c'est passant, j'obtiendrai ici 2,7. Donc je veux cette chose-là. Ben, je peux la fixer. Je peux fixer VE est égal à 5 volts. Je peux dire par exemple que je veux que RC soit égal à 5 ohms, 5 kg par exemple. Donc en fait, il faut voir les choses de cette façon. Quand il nous manque une équation, ça veut dire qu'on a un degré de liberté que je peux fixer. Alors, si je prends justement VE est égal à 2 volts, avec VCC est égal à 12 volts, donc pour obtenir un point de fonctionnement à 5 volts, ben, vous pouvez faire le calcul, vous utilisez les équations qu'on a établies précédemment, vous allez trouver que RB est égal à 930 kg, ce qui est toujours énorme quand vous prenez une résistance à VCC, la base qui est reliée à VCC, vous devez toujours avoir une résistance RB très grande, RE qui est égal à 2 kg à peu près, et RC qui est égal à 5 kg. Donc, je vous invite à faire la même chose
pour la polarisation par pan, alors ici vous avez trois équations, vous avez cette maille-là et cette maille-là. Alors ça ne sert à rien de considérer cette maille ou cette maille-là parce que vous allez retrouver les mêmes équations. Donc vous avez trois mailles et vous avez quatre inconnus. Vous avez RC, RB1, RB2 et RE. Alors vous pouvez fixer soit comme tout à l'heure VE est égal à 2 volts, soit la valeur de RC, soit vous pouvez agir ici. Alors en général, vous pouvez soit trouver un coefficient entre IP et IB, c'est-à-dire supposer que IP, parce qu'ici on a le courant qui passe ici, c'est la somme de IP, c'est la différence, c'est IP moins IB. Donc, vous pouvez considérer que le courant IB qui passe ici, c'est 10% du IP qui passe ici. Ou vous pouvez dire que il devrait y avoir un rapport de, par exemple, de 10 entre RB1 et RB2. Ça dépend de ce que vous voulez. Ça dépend de ce que votre conception vous impose. D'accord? Donc, vous pouvez, par exemple, si vous avez une résistance 10 kg, dire que je veux que RB1 soit égal à 10 kg. Et vous faites votre calcul. Donc vous ajoutez quelques équations et vous aboutirez à l'ensemble des résistances qui vous permettront d'avoir le point de fonctionnement voulu, c'est-à-dire dans le cas 5 volts pour VCE et 1 milli pour IC. Pour ce cas, donc, vous essayez de terminer les résistances nécessaires.